Découvrez un résumé de l'actualité macroéconomique de la semaine et les principaux éléments à suivre sur les marchés au cours des prochains jours avec Vincent Bois, analyste chez IG. Nous allons parler aujourd'hui de ce que ont suivi les marchés financiers. Qu'est-ce qui a fait évoluer les cours? Nous avons vu une semaine plutôt baissière. La fin de semaine également semble tirer vers une poursuite de la baisse parce que nous avons eu des rendez-vous plutôt difficiles à digérer. D'abord, et le rendez-vous central, la Réserve fédérale américaine qui devrait continuer d'augmenter ses taux sur la fin de l'année et probablement en 2023. Deux choses que nous avons analysées mercredi. D'une part, la publication des taux, 75 points de base de hausse de taux et surtout une hausse qui pourrait se poursuivre donc cette année. Deux FOMC restent début novembre et décembre et pour le moment, eh bien, les membres du FOMC attendent ou anticipe une hausse de 100 à 125 points de base jusqu'à la fin de l'année. Autrement dit, entre 50 et 75 points de base de hausse des taux de la Fed pour le FOMC de novembre et 50 points de base pour le FOMC de décembre. Mais surtout, les membres de la Fed ne voient pas de baisse de taux en 2023, mais pas avant 2024. Les taux pourraient continuer d'augmenter en 2023. Alors que en juillet, nous avions eu un retour haussier des marchés parce que le discours de Jérôme Powell paraissait un peu plus accommodant en précisant qu'il pourrait y avoir une baisse un ralentissement dans le rythme des hausses de taux. Et donc les marchés avaient pricé une première baisse de taux dès début 2023. Pour autant, suite à la publication des taux, suite au discours hawkish, comme nous l'avions vu au symposium de Jackson Hole de Jérôme Powell, eh bien, ici nous avons un retour baissier des marchés, une anticipation un peu plus haussière des hausses de taux, et donc les taux obligataires américains ont fortement augmenté. Le dollar américain continue de fortement augmenter. Donc, ces risques ont amené à une poursuite de la baisse. Et puis, nous avons eu jeudi, le lendemain, eh bien, les autres banques centrales. Les autres banques centrales qui se sont montrées également hawkish, donc moins accommodantes au niveau de la Banque d'Angleterre, plus une hausse de 50 points de base, au niveau de la Banque de Norvège, au niveau de la Banque de Suède, et donc toutes ces banques centrales sont en train, au niveau de la banque également suisse, nationale suisse, augmenter les taux, mais ne voient pas, pour certaines, de risque de récession. Au niveau de la Fed, nous avons toujours, donc au-delà des taux, nous avons eu les perspectives économiques de la Fed qui montraient donc que le PCE Core, l'indice des prêts à la consommation des ménages, pourrait continuer d'augmenter, ou en tout cas la perspective est plus haute. Nous avons comparé également la croissance du PIB pour 2022, la perspective qui avait été donnée en mars donnait une croissance du PIB de 2,8%, celle en juin de 1,7%, et ici, celle qui a été donnée en septembre, eh bien 0,2%. Et pour autant, la Fed ne voit pas de récession, ne voit pas de PIB négatif en 2022. Pour autant, les deux premiers trimestres étaient négatifs, croissance du PIB négatif aux États-Unis, et nous pourrions voir une croissance du PIB négatif également au troisième trimestre. Et donc, malgré ce discours hawkish, ces perspectives de hausse de taux, eh bien, nous pourrions tout de même avoir un ralentissement dans le rythme de hausse de taux et en 2023, une baisse de taux. Il est préférable pour la Fed d'annoncer des hausses de taux à venir plus importantes que ce qu'anticipe le marché, plutôt que d'augmenter les taux un peu plus maintenant, parce que les risques sur le marché immobilier, sur le marché de la dette, sur la liquidité sont beaucoup plus importants. Donc, comme à l'époque, sur l'inflation, la Fed ne voyait pas une inflation importante, voyait une inflation transitoire. De la même façon, ici, annonce des hausses de taux qui pourraient ne pas avoir lieu. En tout cas, en 2023, nous pourrions avoir des baisses de taux. Et donc, c'est également cela qui participe à la solidité du marché. Certes, nous avons une baisse importante, mais il n'y a pas de panique. Nous n'avons pas eu de circuit breaker, il n'y a pas eu de baisse importante. Une baisse qui se poursuit, mais sans panique, ce qui est plutôt positif, bien entendu, mais le marché de l'emploi reste encore solide et donc la politique monétaire va se poursuivre, va continuer d'être agressive. En Europe également, au niveau de l'Union européenne également, même si cela est un peu plus timide. Au niveau des données économiques et qui montrent justement que nous allons entrer probablement en récession, que le ralentissement commence à être global, nous avons eu les PMI de services manufacturiers dans la zone euro, pour le Royaume-Uni, on l'a vu en Allemagne également, qui est tombé
à 45 pour les services, qui montre donc que nous sommes bien en dessous du seuil des 50 et donc sur un niveau de contraction de l'activité. Et donc, on l'a vu sur l'euro-dollar, la réponse est immédiate. L'euro-dollar évolue sur les 0,97. Le dollar progresse d'un côté, l'activité en Europe est en train de se détériorer et donc nous avons un risque d'accélération de la baisse sur l'euro-dollar qui pourrait atteindre les 0,95 ici. Donc plusieurs risques entre la politique monétaire qui doit rester agressive, ou en tout cas moins accommodante du fait de l'inflation, et la récession qui commence à doucement s'installer au niveau de l'Union européenne, des États-Unis, mais également au niveau mondial. Il y a également en Europe, bien entendu, la crise de l'énergie, cette crise de l'énergie avec la Russie, les pipelines qui ont été bloqués sur le gaz, et puis sur le pétrole également. Le pétrole, en tout cas, il y a des discussions au niveau de l'Union européenne qui n'arrivent pas à se mettre d'accord, toujours très difficile à prendre des décisions au sein de l'Union européenne avec 27 pays. Il y a donc deux choses qui sont regardées, le price cap, donc mettre un maximum sur les prix autorisés pour acheter le pétrole russe ou autre, et de l'autre côté, contrôler le marché des dérivés, parce que le marché des dérivés, du trading, est en train de pousser les pressions haussières sur le prix du gaz, du pétrole également, ou en tout cas baissières, mais accentue les mouvements de prix. Et l'Union européenne pourrait mettre en place à court terme et pour une durée déterminée des circuits breakers ou en tout cas des blocages du marché lorsque la volatilité est trop importante. Donc voilà un peu les deux perspectives. Du côté du price cap, ou en tout cas de mettre un prix maximum, il y a des contradictions au niveau des pays de l'Union européenne, notamment la Hongrie qui n'est pas d'accord avec les sanctions envers la Russie. Il pourrait y avoir d'autres bases de sanctions au niveau de l'Union européenne. La Russie, de son côté, elle continue donc d'accélérer ses offensives, même si elle a perdu une partie du territoire qu'elle avait grignoté à l'Ukraine, eh bien, elle vient de faire appel à 300 000 réservistes, donc pour augmenter très probablement la pression en Ukraine. De l'autre côté, il y a également des référendums qui vont être décidés, qui vont être mis en place à partir d'aujourd'hui, 23 septembre jusqu'au 27 septembre, pour décider si 4 régions pourraient être intégrées à la Russie, 4 régions ukrainiennes qui pourraient être intégrées à la Russie, les 4 régions qui longent, qui sont au-dessus de la Crimée et qui vont jusqu'à la Russie. Ces référendums pourraient être faits sous la pression, selon certains observateurs internationaux. Donc, à suivre avec attention tout de même le résultat de ces référendums russes pour l'acquisition, en tout cas pour l'intégration de territoires ukrainiens et de 4 régions ukrainiennes à la Russie. Voilà un peu les grands mouvements, ce que nous avons surveillé sur les marchés financiers. Au niveau de l'évolution des marchés, eh bien, nous avons peu de panique, comme je le disais, pas de circuit breaker, ces circuits breakers qui bloquent pendant 15 minutes la cotation des indices américains à plusieurs niveaux lorsque nous avons une baisse de 7%. Blocage pendant 15 minutes, reprise de la cotation si nous avons une baisse à 13%. De la même façon, il y a un blocage de 15 minutes et à partir de 20%, les marchés se bloquent jusqu'à la fin de la séance. Ces circuits breakers que nous avions vus durant la crise du Covid, en mars 2020, que nous avons vus également pendant la crise des subprimes, eh bien, n'ont pas été mis en place pour le moment. Une forte baisse suite à l'inflation américaine dernièrement, il y a une dizaine de jours, qui avait amené une baisse de 5,5% du Nasdaq, que nous n'avions pas vu depuis mars 2020 ou juin 2020, justement au début du Covid, eh bien, montre justement qu'il n'y a pas de panique pour le moment, du fait justement de l'évolution de la politique monétaire qui se fait tout de même pas trop violemment, et puis des marchés qui restent dans l'espoir d'avoir tout de même une baisse de taux l'année prochaine. Donc les taux, les actifs actuellement sont également sur des niveaux techniques qui sont extrêmement important et donc permet aux algorithmes de racheter sur des certains niveaux et donc ne baisse pas davantage. Attention en revanche, si nous avons une cassure et notamment des plus bas que nous avions vus en juin qui pourraient amener à une accélération brutale aux États-Unis mais également en Europe qui continue d'accélérer sa baisse avec les craintes sur la
l'économie avec les PMI, les craintes sur l'énergie, l'hiver qui approche et donc des risques extrêmement importants dans la zone euro, en Europe et partout dans le monde. Voilà un peu ce que nous suivons avec attention. Semaine prochaine, les commentaires des différents banquiers centraux, notamment la Fed et la Banque centrale européenne, les données économiques, le marché immobilier aux États-Unis, le marché de l'emploi aux États-Unis également, et l'activité économique de la zone euro qui pourrait continuer d'accélérer à la baisse. Nous continuerons également de surveiller la Chine, qui a des données économiques qui montrent un fort ralentissement. Il y a eu des réouvertures suite aux restrictions du fait du Covid, mais toujours une politique 0K qui pourrait s'aggraver durant l'hiver. Et donc, la fin de l'année pourrait être extrêmement difficile pour les marchés financiers, mais les marchés financiers pourraient non plus se focaliser sur l'inflation directement, mais sur les risques de récession. Et donc, surveiller plus les données économiques concernant l'activité manufacturière, de services, la consommation, la confiance des consommateurs, pour essayer d'anticiper l'évolution. Je rappelle que le point bas des marchés durant les précédentes crises, 2009-2000, et les autres, ne sont pas lorsque la Fed baisse les taux ou annonce qu'elle va baisser les taux, mais se font bien après. Je vous invite à regarder l'évolution des marchés financiers, l'évolution des taux. Donc attention tout de même, la baisse pourrait se poursuivre, surtout si la récession s'aggrave, et ce qui pourrait être très probablement le cas. Encore merci de nous avoir écoutés. Bon trade et bon week-end avec IG.